Donc vous venez de passer cette grande entrevue et vous saviez que vous l'avez écrasé tour après tour et vous saviez que vous seriez le choix parfait. Quelques jours plus tard, vous recevez un appel du recruteur avec de bonnes nouvelles. Ils se disent « Vous avez fait un excellent travail. L'équipe est vraiment intéressée par vous et nous sommes prêts à vous faire une offre. » Et quand ils vous donnent réellement les conditions, l'offre est nettement inférieure à ce que vous attendiez. Vous semblez avoir été lésé par une offre bon marché, mais pas de panique. Dans cette vidéo, je partagerai comment gérer de telles offres. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux partager avec vous comment gérer, espérons que vous n'aurez jamais à vivre cela, mais c'est cette offre au rabais. Maintenant, si vous avez réussi à traverser le parcours du combattant corporatif d'un processus d'embauche, cela peut être très épuisant et drainant et rien ne peut être plus frustrant que de se voir présenter une offre sur un poste qui vous enthousiasme particulièrement et qui est nettement inférieur à ce que vous attendiez. Vous avez été très clair sur vos attentes tout au long du processus d'entretien, surtout avec le recruteur lors de l'entrevue de présélection. Il ne devrait donc pas être surprenant de savoir ce qu'il faudra réellement à l'entreprise pour conclure un accord avec vous à la fin de cet entretien. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous comprenez bien les coulisses, mais il est important de voir à quoi ressemble ce processus du point de vue d'un bon employeur. Maintenant, j'ai eu la chance dans ma carrière de travailler avec des employeurs de très haute qualité qui comprennent la valeur des talents sur le marché ouvert. Et en général, je n'ai pas eu à faire trop d'offres dérisoires dans ma carrière. Je serai parfaitement honnête avec vous, il n'y a aucun recruteur qui aime faire une offre dérisoire, surtout lorsque nous savons que votre attente est juste et que vous êtes dans la fourchette de ce que le marché suggère que ce poste vaut. Parlons du processus d'embauche, en particulier de votre salaire et des offres. Voyons ensuite comment gérer une offre dérisoire. Lors de votre premier entretien, un bon recruteur abordera généralement vos attentes en termes de salaire et de rémunération globale. Cela dépasse donc votre salaire. Il s'agit généralement de votre salaire total, incluant votre rémunération de base et vos bonus. Et j'aborde même vos attentes en matière de congés payés, car il s'agit vraiment d'examiner l'ensemble d'un package de rémunération et d'essayer de trouver des moyens de faire une offre équitable et qui nous donnera la plus grande probabilité que vous l'acceptiez. Parce que si vous passez par tout un processus d'entretien et qu'une entreprise est très déterminée à vous faire avancer tout au long, et cela prend généralement pas mal de temps pour passer par ce processus, une offre rejetée à la fin est assez catastrophique pour l'entreprise ainsi que pour le candidat. Il est donc dans l'intérêt d'une entreprise de vous présenter également une offre qui est équitable. Les entreprises rejettent dans ces offres car elles doivent tout recommencer depuis le début. Certaines mesures, comme le délai de pourvoi des postes et le taux de refus des offres, sont considérées pour évaluer la performance de l'équipe de recrutement et de dotation. Maintenant, dans beaucoup de cas, la rémunération n'est pas déterminée par le département d'acquisition de talents. En fait, elle est déterminée par l'entreprise elle-même, et le groupe d'acquisition de talents est en quelque sorte le messager. Un bon recruteur défendra le candidat, surtout lorsqu'il sait que celui-ci apporte une grande valeur et que le poste est difficile à pourvoir sur le marché. Nous soumettrons des notes à l'équipe de recrutement avec votre attente de rémunération. Quand un responsable du recrutement envisage une offre irréaliste, je résisterai généralement en disant que je ne pense pas que cela fonctionnera. Cependant, nous devons parfois présenter ces offres. J'ai eu la chance de travailler avec des entreprises qui ont su apprécier le talent, mais certaines ont une philosophie de rémunération visant à retarder le marché et à obtenir la main-d'œuvre la moins chère possible. Je ne nierai pas que cela arrive. En tant que chercheur d'emploi, il est essentiel d'avoir les meilleures données, de connaître notre valeur et de la défendre. Examinons comment réagir si vous recevez malheureusement une offre dérisoire. Avant tout, nous souhaitons connaître notre valeur réelle. Je vous recommande vivement de regarder l'autre vidéo que j'ai faite sur la courbe de l'emploi, car il n'y a qu'une certaine somme d'argent que l'industrie est prête à payer pour un certain ensemble de compétences, et il y a un point de rendement décroissant. En d'autres termes, si vous restez à un poste pendant plus de 5 ou 7 ans ou dans un type de travail, en général, le montant qu'une entreprise va payer, surtout pour un contributeur individuel, va diminuer avec le temps. En début de carrière, ils peuvent valoriser davantage cette compétence spécifique, entraînant des augmentations plus régulières. Cependant, vous allez atteindre un point de rendement décroissant ou rester dans ce rôle pendant 15, 20, 25 ans. Vous ne voyez tout simplement pas les mêmes augmentations de rémunération parce que vous atteignez un certain point sur le marché où ils ne valoriseront tout simplement pas les années d'expérience supplémentaires comme vous pensez qu'ils le devraient. Plus vos compétences sont uniques et recherchées, plus votre rémunération sera élevée. Les développeurs de logiciels, je vous observe, notez qu'il est maintenant crucial de considérer la géographie. Donc,
Quelqu'un qui travaille à San Francisco sera certainement rémunéré différemment de quelqu'un qui travaille dans l'Iowa. Cela devient pertinent pour les entreprises passant à une main-d'œuvre principalement à distance, car se pose maintenant la question de la rémunération et de son lien avec l'emplacement géographique si vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde. Et je pense que les entreprises essaient toujours de comprendre cela. Pour déterminer votre valeur sur le marché, vous pouvez ensuite regarder ce que d'autres employeurs paient pour des postes similaires dans des régions géographiques similaires. Consultez les offres d'emploi et vérifiez leurs publications. Consultez Glassdoor pour les personnes qui s'autodéclarent. Consultez Comparably et d'autres sites similaires pour vos recherches. Désormais, je me méfierai un peu de Glassdoor. Pour une petite entreprise avec moins de données auto-déclarées, les informations trouvées peuvent être moins précises. En tant que recruteur, il y a souvent un décalage entre ce que nous payons et ce qui est rapporté sur Glassdoor. Donc peut-être qu'un poste indique qu'ils ne peuvent aller que jusqu'à 100 et je sais que nous avons payé des gens 120. Prenez cela avec un grain de sel, mais c'est l'un des meilleurs moyens de découvrir comment les autres entreprises rémunèrent dans cette région. Vos amis dans l'industrie peuvent peut-être vous donner un aperçu. Soyez sincère sur vos compétences. Êtes-vous vraiment un leader du marché dans vos compétences? Prenons l'exemple des développeurs de logiciels. Votre codage est-il vraiment à jour? Pouvez-vous aller sur HackerRank ou un autre site du genre et continuer à obtenir des scores dans le vert sur ces questions de niveau expert? Parce que vous pouvez vous auto-évaluer assez facilement et savoir comment vos compétences se comparent à la meilleure concurrence. Si vous excellez dans un domaine très demandé, vous pouvez vous attendre à une meilleure rémunération en conséquence. Et enfin, vous présentez-vous comme un expert? En d'autres termes, pouvez-vous vous vendre et pouvez-vous convaincre les équipes d'entretien que vous êtes vraiment l'expert que vous prétendez être? Ainsi, ces facteurs détermineront votre valeur sur le marché ouvert. Maintenant que nous connaissons notre valeur et avons été réalistes, déterminons le salaire minimum que nous sommes prêts à accepter. Maintenant, prenons en compte toutes les choses concernant l'état du marché du travail. Est-ce un marché d'acheteurs ou un marché de vendeurs? Quel est l'état du marché du travail dans votre région géographique? Avez-vous vraiment besoin de ce travail? Êtes-vous désespéré de retrouver un emploi si vous êtes une personne sans emploi? Et quel est le salaire courant pour le poste que vous souhaitez occuper? Trouvez le chiffre avec lequel vous vivriez confortablement et ne chercheriez pas immédiatement un nouvel emploi si vous l'acceptiez, car ce sera votre limite inférieure. Ensuite, informez l'entreprise une fois que vous vous êtes présenté avec cette offre basse que ce n'est pas ce que vous attendiez. Cela indiquera aux recruteurs que leurs efforts pour vous embaucher sont insuffisants et qu'un accord n'est pas envisageable avec les chiffres actuels. Un bon recruteur reviendra vers le responsable du recrutement et les ressources humaines pour expliquer que cela ne suffira pas, afin de travailler sur une contre-offre si tel est leur souhait. Maintenant, quand je présente une offre, j'essaie généralement de mesurer le niveau d'intérêt de la personne sur le champ. Je présenterai les détails et informations sur le package d'avantages. Et comment trouvez-vous cela? Est-ce conforme à vos attentes? Et avez-vous des réactions initiales pour moi? Et la raison pour laquelle je vous demande cela est que je peux ensuite revenir et faire de l'interférence si nous devons faire quelque chose de différent dans l'offre. La prochaine chose que vous voulez faire est que, armé de ces bonnes données et sachant quelle est votre véritable valeur et quelles compétences vous apportez, présentez votre argumentaire de valeur à l'entreprise et expliquez pourquoi vous êtes le meilleur choix pour le poste et pourquoi vous pensez que vos attentes salariales sont très raisonnables en fonction du niveau de service que vous leur fournirez. Et une bonne entreprise qui vous veut vraiment dans son équipe comprendra déjà cela, mais il vaut la peine de le réitérer pour que cela soit mis sur la table. Et puis, lorsque vous considérez l'offre, pensez aux autres avantages qui pourraient être associés au poste et s'ils feraient suffisamment bouger les choses pour vous, que ce soit peut-être qu'ils ont une excellente politique de vacances ou une politique de congés payés. Peut-être qu'ils ont une prime variable ou des actions dans l'entreprise qui pourraient potentiellement les aider à franchir la ligne d'arrivée. Cela peut être dû au télétravail ou à un excellent package d'avantages compensant le salaire inférieur. Mais je suggérerais que vous attribuiez une valeur monétaire à chacun d'entre eux et définissez exactement ce qu'ils valent pour vous. Nous avons donc un chiffre de base à partir duquel nous travaillons et une valeur pour les avantages qu'ils offrent. Ainsi, nous pouvons déterminer si vous poursuivrez ou non ce poste. Et ensuite, attendez de recevoir une contre-offre de leur part. Et s'ils demandent ce que vous attendez, donnez votre chiffre et soyez ferme. Et nous devons être prêts à renoncer à l'opportunité. Et s'il y a un tel décalage entre ce que vous attendez et ce qu'ils proposent, il y a de fortes chances qu'ils ne reviennent probablement pas avec une offre révisée qui aura du sens pour vous de toute façon. Les employeurs de faible qualité le sont généralement pour une raison. J'espère que vous n'êtes pas dans une situation où vous accepteriez n'importe quel poste par nécessité absolue. Car si vous acceptez une offre dérisoire, vous continuerez immédiatement à mettre à jour votre 105 et à postuler à d'autres emplois.
vous commencez à affaiblir votre 105 et à vous égarer. La difficulté à obtenir votre numéro dès votre arrivée peut être révélatrice de la culture d'entreprise. Imaginez ce que cela signifie pour les augmentations de salaire ou les opportunités de promotion futures. Vous serez probablement toujours sous-estimé. Réfléchissez bien à vos options, connaissez votre valeur et restez déterminé. Très bien, donc voilà, c'est ainsi que je gérerai cette offre dérisoire. Et si vous arrivez au processus d'offre, vous faites quelque chose de bien, donc juste quelques petits ajustements. Ciblons de meilleures opportunités pour vous et nous vous aiderons à atteindre votre objectif. Mais si vous pensez avoir besoin de plus d'aide, c'est justement ma spécialité. J'ai un site web appelé elifafterlayoff.com. Il est rempli de conseils et d'astuces, tous d'un point de vue d'initié. Je vous encourage à aller voir ça. J'ai aussi des cours représentant mes connaissances les plus profondes et intimes. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel. Il est conçu pour vous apprendre à rédiger ce 105 qui vous donnera la meilleure chance d'être remarqué par ce recruteur pour le premier entretien. Si vous n'obtenez pas d'entretien pour les postes les moins bien rémunérés, le problème vient probablement de votre 105. Pensez à le faire examiner. Et une fois que vous obtenez ce premier entretien, c'est à vous de vous vendre tout au long du reste du processus pour finalement obtenir cette offre de haute qualité et c'est là que le bootcamp ultime pour chercheurs d'emploi intervient. Il vous enseigne toutes les techniques dont vous avez besoin pour réussir chaque étape de ce processus d'entretien et finalement obtenir une offre de haute qualité auprès d'un employeur de haute qualité. Si vous avez des difficultés, je vous encourage vivement à y jeter un coup d'œil. Si vous avez apprécié cette vidéo, j'apprécierais que vous appuyiez sur le pouce en l'air car cela m'aide à continuer à vous apporter du contenu et des conseils de qualité. Je vous remercie sincèrement de regarder. J'apprécie tous ces commentaires et retours et nous vous verrons lors de la prochaine.